Donc, ce soir, ce que je souhaite faire, c'est vous donner la parole 2 fois. Une première fois, plus en démarrant par rapport à la dernière fois, donc ça peut être aussi bien des réflexions reprises que des questions. Donc, ta question rentre là-dedans, Jeanne. Et puis ensuite, qu'est-ce qui nous revient aujourd'hui? C'est de boucler le parcours, en fait. Parce que on est resté un peu sur un constat quand même assez amer, où voilà, c'est pas très gai. La séance précédente n'était pas très gai quand même. Hein, où, d'une certaine manière, ça tire dans tous les sens. Il y a des tentatives dans tous les sens pour pallier en fait à la violence inhérente à la condition. Mais voilà, d'une certaine manière, à chaque fois, on est sur une tentative qui montre ses limites. Donc, est-ce que Weil va en rester là? Non, il ne va pas en rester là. Il va nous proposer en fait une pensée de réconciliation, on pourrait dire, d'une certaine manière, réunification. C'est ça son propos. Je trouve que c'est ça une des forces de son propos. Et donc, voilà, ce qui nous revient, c'est de bien faire paraître ça. Donc, en fait, l'action et la sagesse comme terme, c'est-à-dire que en fait, sa proposition, pour arriver à une forme de contentement, c'est qu'il soit valable, qu'il soit valide. Ça va être une double prise de recul par rapport à l'ensemble de tout ce qu'on a vu jusque-là. Une catégorie qu'on va appeler l'action et une catégorie qu'on va appeler la sagesse. L'idée, c'est d'essayer de vous faire montrer comment ça marche, et puis après qu'on ait un peu de temps pour des questions diverses, des réactions, ce qui peut faire un peu. Alors, le bilan, c'est un peu rapide parce qu'évidemment, là, vous êtes encore tourné sur le vidéo, mais déjà, il peut y avoir une première ressaisie du parcours. Voilà. Donc, juste en une slide, hein, où est-ce qu'on en est? Si vous avez raté l'épisode précédent, ou pas entendu parce qu'on n'entendait rien. Donc, la dernière fois, j'ai passé beaucoup de temps à parler de la condition. La condition, c'est quoi? C'est la technoscience capitaliste qui s'est installée en Occident assez lentement au début, à partir du XVIIe siècle, et qui a envahi l'espace comme soubassement de toutes les cultures modernes et postmodernes, c'est-à-dire l'objectif, le contentement, c'est le progrès. L'objectif, c'est décrypter les conditions des phénomènes, comprendre le monde, les lois du monde, pour pouvoir ensuite les reproduire sous contrôle à l'infini, pour produire des artefacts qui sont censés nous faciliter la vie. Donc, c'est l'alliance intime entre la recherche théorique, qui fait appel au langage qui a déjà été élaboré par les philosophes de l'objet, le langage théorique, la manière de théoriser et de conceptualiser le réel, on l'avait déjà depuis Platon et Aristote. Et la technique, qui est elle aussi vieille que l'humanité, mais quand les deux se mettent à marcher ensemble sous l'égide des mathématiques, on a le monde moderne, où l'homme veut, grâce à la force de son intellect décryptant, et à la force de ses mains qui fabriquent, veut se rendre maître et possesseur de la nature. C'est la citation de Descartes. Donc, Jeanne, je pense que c'était la question tout à l'heure, mais cette catégorie, elle est en guerre contre la nature, en fait. Puisque vous vous rappelez le dessin, hein, le moi est en face du monde, Dieu est parti, très loin. Peut-être qu'il existe quelque part dans le système, mais il existe très loin, il n'est pas impliqué dans le système. En fait, l'homme est face au monde, et l'homme, il veut, on va dire, extirper les secrets du monde pour pouvoir créer un autre monde. Un monde qui double le premier, un monde artificiel. Le monde de la technique. Donc la violence, là, elle est partout, en fait. Alors, l'idée, c'est de faire reculer une violence de la nature sur l'homme, vous voyez, hein, puisque Descartes le dit très bien, il dit, au moins, on aura la santé et une vie plus facile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre vie naturelle, elle est pas bonne, elle est marquée par la violence. Le monde nous fait violence. Donc, nous, on va faire violence au monde pour que on puisse s'élever au-dessus de cette condition pour pouvoir
pouvoir être mieux. Ce qui est pas, enfin, je veux dire, voilà, comme on disait, hein, personne d'entre nous n'est mécontent d'aller voir le médecin et quand on lui prescrit des antibiotiques et qu'on lui plombe ses dents. Enfin, une question. Éric Weil était seul à son époque à avoir cette conception de la technoscience. Est-ce que Éric Weil est le seul à son époque à avoir? Non, pas du tout. Hein. Il y a tout un courant de pensée qui est assez. En particulier, vous avez Guardini, ce philosophe qui est cité abondamment par le pape François. Guardini, hein, le pape François, dans Laudato Si et dans d'autres textes, mais beaucoup dans Laudato Si, il cite énormément un philosophe qui s'appelle Guardini, qui est un philosophe qui a aussi analysé de manière très perçante les ressorts et les limites de la technoscience. Donc, à partir de la condition, donc, qui est le substrat sur lequel vont vivre maintenant toutes les sociétés modernes, eh bien, il y a toute une série de requêtes qui viennent, j'allais dire, se bousculer et se concurrencer l'une l'autre. Donc, la conscience qui dit, mais attendez, le progrès c'est très bien, mais enfin c'est pas même le progrès, il faut fixer des limites, donc il faut récupérer la question du bien et du mal, voilà, mais qui s'empêtre dans cette recherche absolue d'une moralité absolue, donc voilà, qui est contrée par l'intelligence, qui dit, mais oui, bon, d'accord, il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas d'absolu, il n'y a que des intérêts, il n'y a que des petits mondes qui poursuivent chacun des intérêts qui sont irréconciliables. Donc, essayons de les comprendre tous. Hein, et puis, voilà, notre contentement, ce sera de comprendre tous ces gens-là. La personnalité qui s'oppose à ce désengagement en s'engageant à fond, disant, non, l'absolu, il existe bien, l'absolu, c'est moi. C'est moi comme sujet, hein, c'est moi comme, voilà, qui doit devenir qui je suis. Et la personnalité qui dit, ah là, je vous ai compris, voilà, l'absolu qui dit à la personnalité, là, je vous ai compris, vous voulez émerger, vous voulez vous imposer contre les autres, vous êtes en conflit. Ben oui, l'univers n'est fait que de conflits. Il n'y a que des conflits, mais à travers ces conflits, qu'est-ce qui émerge? Eh ben, l'esprit, c'est-à-dire l'univers, l'humanité progresse. L'humanité progresse. Donc, je vous ai compris, là, j'ai compris tout et tout le monde. Voilà, faites ce que vous voulez, battez-vous, protestez, luttez. C'est l'absolu, ça. Ça, c'est l'absolu, hein, qui regarde, en fait, l'ensemble des conflits. L'absolu, en fait, c'est la catégorie de la dialectique. C'est la première catégorie qui introduit la dialectique, l'importance de la dialectique. C'est-à-dire que rien en ce monde n'émerge sans conflit. Donc, évidemment, le conflit n'est pas agréable à vivre, hein, on peut même en mourir, mais n'empêche, hein, tranquillisez-vous, dans tous vos conflits, même ceux qui vous tuent, vous participez à faire émerger un monde d'esprit, un monde plus intégré, plus conscient, plus. Est-ce que des philosophes comme Hobbes ou même comme Machiavel étaient suivaient un peu ce genre de pensée? C'est possible, sauf que je pense que la grande différence entre Hobbes, Machiavel et alors je ne sais pas où est-ce que Weil classerait Hobbes et Machiavel. À mon avis, il les classerait comme des reprises, de gens qui empruntent à plusieurs catégories. Mais je pense que la grande différence entre Hobbes et Machiavel, c'est que Hobbes et Machiavel ne croient pas qu'il y a un bien suprême. Le bien commun, c'est ça. C'est en gros, ils pensent que ils sont plus dans la ligne des sophistes, en fait. C'est-à-dire que le plus fort gagne. Sa loi sera la loi qui s'imposera à tous. Est-ce que cette loi est meilleure que les autres? Non. Elle est simplement la loi de celui qui a les moyens d'imposer la sienne. Donc, je pense que en ça, c'est assez différent de l'absolu, qui croit en une émergence de l'esprit absolu. C'est-à-dire que Hegel, c'est un optimiste, quelque part. Il dit le monde va vers une intégration. Il voit l'émergence de l'État moderne comme une grande chance. Et on va sortir des féodalités, on va sortir des... on va trouver les modes d'organisation qui vont permettre à l'individu de vivre dans le collectif d'une manière qui honore
et qui va intégrer la conflictualité, c'est-à-dire qu'il voit l'émergence aussi de la démocratie. Hein. Voilà. Les expériences un peu de la fin du 19e, Saint-Simonien, les phalanstères, tout ça relève à ce moment-là de l'absolu. Oui, sans doute, mais relève encore plus de ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, face à l'absolu, d'accord, qui, en fait, veut englober tout le monde dans une forme de rationalité préconstruite, là, il y a l'œuvre qui dit non, j'en veux pas de ta rationalité, hein, moi je me construis en pure autonomie et en pure rupture avec ta rationalité. Alors, derrière l'œuvre, on n'a pas beaucoup insisté la dernière fois, mais derrière l'œuvre, il y a, dans certaines pages, il y a comme une espèce de description clinique de tous les populistes, par exemple. Trump et tout ça, on croit lire une page sur Trump. C'est-à-dire, plus mon propos est disruptif, brutal, plus mon propos est une contre-vérité, mais qui parle au cœur des gens mécontents, plus j'ai des chances d'être, plus je suis content déjà, et plus je sais que j'ai des chances d'enrôler d'autres à mon système. C'est-à-dire, je me veux un scandale, je me veux, elle écrit civilisé et brutal. L'idéal de l'œuvre, c'est ça, hein, civilisé et brutal. Ça peut pas être autre chose. Alors, ça, c'est l'œuvre dans son quand les catégories émergent, comme catégories, elles sont pures, c'est-à-dire qu'elles sont caricaturales d'une certaine manière. L'œuvre, elle prend de la violence, quelque part. Alors, l'œuvre, elle prend de la violence parce que la rationalité trop parfaite de l'absolu lui fait violence. Dans un monde où tu perçois que les gens intelligents ont déjà assigné ta place, t'ont déjà rangé dans leur rationalité, la seule manière que tu as d'exister, c'est de dire votre rationalité, j'en veux pas, je vais faire exploser les cadres, hein, et je vais faire quelque chose d'arbitraire. C'est mon arbitraire qui devient ma planche de survie, en fait. Donc la rationalité, il n'y a rien de mieux que l'irrationalité. Exactement. Je crée une rationalité alternative. Je me moque des critères de rationalité et de vérité de l'absolu. C'est-à-dire que je n'en veux pas, quoi. Et vous allez voir, ça marche. Et de fait, ça marche. Pas tout le temps, pas partout et pas pour tout le monde. Mais ça marche suffisamment pour que, eh bien, d'autres viennent m'aider à réaliser mon œuvre. Alors ça c'est l'œuvre, j'allais dire, presque caricaturale dans son. Mais vous verrez que Weil ne veut pas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, il veut pas rayer ça d'un trait de plume en disant bah, ça c'est n'importe quoi, ça n'a pas lieu d'être, parce que justement c'est ce que fait l'absolu. L'absolu dit ah, attendez, j'ai tout compris. Donc si vous pouvez pas être en dehors de ce que j'ai. Non, en fait, je vous ai compris. Mais en fait, il le rejette en disant mais non, vous êtes dans l'irrationalité. Et ben il dit bah, désolé, mais moi je sors des camps de prisonniers allemands et je sais que cette irrationalité-là, elle a fait marcher des milliers de gens, même des millions. Donc faut lui trouver une place. Et il va trouver quoi comme place? Ah, ben ça c'est je vais pas spoiler ma séance. C'est pour aujourd'hui. Ah, bon. Non, c'est pour aujourd'hui. Voilà. Et donc face à ça et à ce déchaînement de violence, hein, parce qu'à cet endroit-là, il y a évidemment une violence énorme qui se déchaîne. Là, le fini, finalement, il prend acte du fait que, eh ben, il y a beaucoup d'irrationalité dans l'humain, beaucoup d'absurdité, et n'empêche, l'humain, il a besoin de se donner des raisons de vivre, mais ces raisons de vivre, ces projets de vie, eh ben, ils sont limités, ils sont finis, finalement. La vie humaine est une tentative de sens qui se finit toujours par un échec. Puisque si ma vie est projet, c'est-à-dire si ma vie est le ballon que je lance devant moi, un jour le ballon, entre le ballon et moi, il y aura un mur qui va se dresser, ce sera la mort, puis je vais taper dans la mort et je verrai jamais la réussite, c'est-à-dire je verrai jamais où va le ballon.
Si ma vie est un projet, forcément c'est un échec, puisqu'un jour je mourrai. Donc un jour le projet va s'arrêter. Mais le projet peut être action. Elle est complètement dans la séance d'aujourd'hui, en fait. Ah bon. Alors pourquoi des bleus, des rouges, des petites Ah, flèches? ben, parce que vous allez voir, parce que, en fait, aujourd'hui, on va reprendre un peu tout ça. En fait, la première résolution que Val va nous proposer, ça va être une synthèse. Il va nous dire, mais en fait, toutes ces catégories, aucune n'arrive à nous contenter vraiment, mais n'empêche, chacune a dit quelque chose qui est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les concilier? Donc, c'est pour ça que dans les textes que je vais projeter tout à l'heure, vous allez retrouver des couleurs. C'est pour ça que j'ai mis un peu de couleurs. Bravo. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Ou des remarques, ou des... Thérèse, je peux dire ce que tu m'as dit tout à l'heure. Thérèse parle en confidence ce soir parce qu'elle a plus de voix du tout. Donc, mais comme elle est arrivée avant, Thérèse disait, en fait, l'œuvre, ça m'a fait réfléchir pas mal en réaction à ces actes de violence qu'on voit se produire parfois, dont on n'arrive pas auquel on n'arrive pas à assigner une cause. D'ailleurs, le gars qui prémédite un assassinat, c'est ça, dans une école ou voilà, et puis qui tout d'un coup, paf, tue 50 personnes. Et tu disais, j'ai l'impression que si ce que tu dis, si ce que Val dit est vrai, il faut s'attendre à ce que ça augmente. Vraisemblablement. Oui, alors moi, ce qui m'embête, c'est qu'à un moment donné, donc, Dieu est repris dans la catégorie de la certitude, et comme on a vu, la certitude, enfin, pour Val, si j'ai bien compris, et la certitude fait violence. Donc, pour Val, ouais, Dieu peut toujours être repris dans la catégorie de certitude, pas toujours. Ah oui, parce que ça me... Donc, les reprises ne sont jamais obligatoires. Ah, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire, même les catégories, on n'est jamais obligé de rien chez Val, hein, puisque, redisons-le, l'homme fait du sens en se plaçant, en trouvant une attitude qui lui va. Mais l'attitude, elle repose toujours sur le sentiment, donc elle n'est jamais complètement rationalisée. Et son attitude, il y a 1000 manières de la vivre. Alors, par exemple, pour le croyant, l'attitude, ça va être Dieu. Le croyant monothéiste. Enfin, l'attitude, c'est le croyant, sa catégorie, c'est Dieu. Pardon. Mais Dieu, ça peut être vécu de tas de manières. Vous savez bien qu'il y a plein de manières de vivre et d'incarner le fait qu'on croit en un Dieu qui s'est révélé. Il y a plein de manières d'être chrétien, il y a plein de manières d'être musulman, il y a plein de manières d'être juif. Donc on pourrait dire, la catégorie, c'est une case qui est très signifiante, mais qui ne dit pas tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir la foi sans forcément qu'elle rentre dans la certitude. Oui, tout à fait. Tu peux que ça me chiffonnait. Ça. Non. Alors pour Weil, une religion, c'est une reprise de la catégorie Dieu sous la catégorie certitude. Weil n'a pas énormément d'estime pour les religions, il est philosophe. Donc il trouve que les religions, ça embrigade les gens, que ça leur donne des œillères, et que beaucoup trop de crimes ont été commis au nom des religions. Donc lui, évidemment, il prône une relation à Dieu, pour ceux qui ont un Dieu, plus ouverte. D'accord? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui aussi. Okay. Ça va, je me sens mieux. Voilà. Cette ouverture. Mais toutes, vous voyez, par exemple, et toutes les catégories peuvent faire l'objet de reprises. Et de reprises, par exemple, sous la catégorie de la certitude. C'est-à-dire qu'on peut avoir des manières plus ou moins fermées, ou plus ou moins ouvertes, d'habiter sa catégorie. C'est aussi une des choses qu'on va voir aujourd'hui. Juste la petite réflexion que je fais, c'est qu'on a l'impression que la colonne qui est à gauche, là, par rapport à la balance avec la droite, on a l'impression que c'est toujours une manière de se situer un peu au-dessus de la pensée. Et puis, là, c'est plus du côté de l'action un peu. Alors oui, tout à fait, on est d'accord. Ici, on a des pensées de type essentialiste qui cherchent l'essence. Prenons du recul, montons dans les tours, on va voir. Prenons le maximum de recul. On va voir le paysage. C'est the biggest pattern, the biggest, comme les Anglais. Il faut voir the big picture. Ouais, the big picture. Voilà, prends du recul, regarde l'ensemble. Ça, c'est des catégories essentialistes. Et on remarque qu'elles sont plutôt optimistes.
Parce que la condition étant aussi une catégorie essentialiste, d'une certaine manière, on peut le dire, hein, parce qu'elle cherche l'essence des choses pour les transformer. Le progrès, voilà. Elles sont assez optimistes, c'est-à-dire le progrès nous sauvera, l'intelligence nous sauvera, hein, et puis les conflits nous sauveront. L'humanité se sauvera par le haut. Les conflits nous emmènent par le haut. Alors lui justement, il veut pas se situer. Hein, lui, il essaie de faire et ça, c'est des catégories qu'on va appeler existentialistes. Hein, c'est-à-dire, ok, d'accord, vos systèmes, ils sont bien jolis, mais moi, je dois faire quoi? Conscience. Qui je peux être? Personnalité. Qu'est-ce que je peux faire? L'œuvre. Vous voyez que c'est pas la même chose de se dire que dois-je faire et que puis-je faire. Hein, la conscience, il est obnubilé par la question que dois-je faire. Lui, il est même plus dans l'éthique, parce que lui, il est obsédé par l'éthique. Lui, il a pulvérisé l'éthique. Généalogie de la morale, l'éthique, la morale, c'est fait pour les faibles. Hein. Maintenant, moi, je dois exister. Et donc, lui, il a pris la leçon de ça. Il veut même pas exister pour lui-même, il veut exister pour faire quelque chose et pour échapper finalement à l'enlisement dans la rationalité dominante. En fait, les deux dernières catégories sont plus modestes. Alors, et c'est surtout lui qui est modeste. Oui. Lui, il est modeste vis-à-vis de l'absolu parce qu'il dit, bon, de toute façon, tes grandes théories, je m'en fous. Hein, mais par contre, il n'est pas modeste dans son ambition d'exister. Parce que lui, il veut il veut rationaliser le monde, moraliser le monde. Lui, il veut créer un monde, c'est lui. Et lui, il veut créer un monde, mais c'est même pas lui, c'est un monde, c'est un monde arbitraire, en fait. Et lui, il dit, voilà, bon, on va en reparler tout à l'heure, quand on va revenir sur tout ça avec Alors, l'acte gratuit de Gide, c'est ça, oui. C'est ça. Avec, Gide, il se situe par là. C'est en boucle. Comment? C'est en boucle, en fait, parce que, par exemple, le philosophe, ça a été l'œuvre, quelque part, le discours irrationnel, et après on est revenu à la conscience, à l'absolu. Enfin, c'est-à-dire que quand on est passé par la personnalité absolue œuvre, est-ce qu'on fait un rétropédalage et on repasse partout? C'est-à-dire que, non, vous allez voir, après, il va nous proposer une voie de sortie par le haut de tout ça. Hein. Il dit pas, on doit rétropédaler, il dit, de toute façon, à tout moment, toute posture est disponible. D'accord. Parce que là, notre société a encore une posture, et peut-être qu'à un moment donné, sera amené à prendre une posture ou pas. C'est bien malin qui peut dire quelle posture notre société prend. Parce que on est sorti des grandes philosophies qui embarquent tout le monde. Depuis qu'on n'a plus de Dieu, en gros, on a la condition, ça c'est sûr. On est tous embarqués dans la technoscience capitaliste. C'est la seule chose qu'on sait. Après, tout le reste, ça se partage et ça se superpose et ça crée la conflictualité très particulière de nos sociétés modernes et postmodernes. C'est que tout le monde voit midi à sa porte et critique. Ou est monté dans le train et fonce dans le train, ou bien critique et cherche des portes de sortie, mais tout ça se... Le wokisme, vous voyez. Je sais pas si c'est autisme, si c'est en tout cas conflictuel, hautement conflictuel. Wokisme. Ah, le wokisme. Je n'ai pas d'idée assez claire sur ce terme qui me semble être un terme assez fabriqué, mais je ne sais pas de quoi. Alors, y a-t-il d'autres questions? Est-ce que les amis qui sont connectés, est-ce que vous entendez ce que les gens de la salle disent? C'est variable selon les personnes, mais toi, on t'entend très bien. D'accord. C'est peut-être mieux que si je répète les questions, alors, c'est ça? Oui, dans certains cas. Dans l'ensemble, on entend. D'accord. Bon, super. Annick, on dirait qu'elle parle, mais on l'entend pas. Ah, Annick, elle a peut-être son micro. Non, mais c'est pourtant, son micro est ouvert. Ah. Annick, on t'entend pas. Bon. Non, ça ne marche pas. C'est ton micro qui doit avoir un problème. Là, elle vient de le mettre. Bon.
Donc, des remarques ou des questions encore? Tu peux écrire ta question. C'est plus simple. On n'entend pas, Annick. Ok, bah on peut poursuivre. D'accord. Donc, eh ben, on va faire un pas de plus, du coup. On va essayer de voir qu'est-ce que Weil tire de tout ça. Si tu peux passer à la question suivante. Donc, à ce stade-là, c'est-à-dire quand il a terminé l'évocation de la catégorie du fini, qui, encore, redisons-le, est vraiment la catégorie avec laquelle il est en dialogue le plus serré, puisque c'est la philosophie existentialiste qui est la plus répandue à son temps, quand il écrit dans les années 50, il fait une sorte d'état des lieux, il fait une petite pause. Et il regarde où est-ce qu'on en est maintenant. À quoi on est arrivé? Alors, l'absolu. L'absolu, lui, c'est quoi sa caractéristique? Ben, il est content. Hein. Vous savez que tout le monde cherche le contentement. Hein. D'accord. Donc l'absolu, il est content. Parce qu'il possède un discours totalement, absolument cohérent. Puisque par son discours, il dit, ben, il est l'attitude qui se veut une catégorie. C'est-à-dire, je suis une catégorie, à moi tout seul, j'englobe l'ensemble de l'émergence de l'esprit absolu. Je vous dis que tout est bien et que nous allons vers le meilleur. Alors oui, c'est formidable, mais c'est seulement dans son discours. Il est content de son discours, en fait. En gros, c'est pas simplement parce qu'on dit, vous allez voir, tout va aller bien, la main invisible du marché ou je sais pas quoi, va réguler tout ça et l'humanité va finir par s'en sortir par le haut, on a résolu les problèmes. On peut donner du réconfort aux gens, hein, mais donc ça plane. Est-ce qu'on peut dire que par exemple les tribus un peu qui avaient d'autres systèmes et néanmoins elles avaient leur cohérence interne, est-ce qu'elles sont aussi dans une forme de discours absolu en elles-mêmes? Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans la certitude, tu es dans un absolu. Mais c'est un petit absolu pour toi. Alors que lui, l'absolu, finalement, il a fait la somme de tout ça. Il a dit, tous ces gens-là, ils ont leur absolu chacun, donc ça c'est l'intelligence. Il a dit, tous ces gens-là, chacun avec leur absolu, ils vont rentrer en conflit, ça c'est la personnalité. Et regardez ce que ça donne, ben, ça donne des sociétés de plus en plus intégrées, de plus en plus matures, de plus en plus organisées. Hein. Donc tout est bien. Quelqu'un comme Huntington, par exemple, est dans cette idée-là. Et de fait, on trouve pas mal de gens comme ça dans le monde anglo-saxon, même si Hobbes, par exemple, je pense, n'était pas exactement dans cette catégorie. Il est moins optimiste que lui. Bon. Alors, maintenant, si on regarde l'œuvre. Alors, l'œuvre, en fait, et là, c'est seulement au début de la catégorie suivante que Weil met vraiment le mot dessus. En fait, l'œuvre, c'est quoi? C'est une catégorie de la révolte. Et à un moment donné, hein, c'est vouloir faire exploser finalement le cadre de l'absolu. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'œuvre? Ben, par son excès, il dit qu'on ne peut pas se contenter d'un contentement qui n'est que dans le discours. Le contentement qui n'est que dans le discours ne va contenter que celui qui émet le discours. Mais l'homme moyen, l'homme normal, il va être d'autant plus mécontent qu'il est en face de lui des gens qui prétendent l'enfermer et qui sont très contents de leur discours. Donc, c'est ça la catégorie de la révolte. Alors du coup, il va chercher un contentement arbitraire, hors de cette cohérence qu'on lui impose, ou dans laquelle certains se complaisent, mais qui lui ne le satisfait pas. Donc ça, il faut l'entendre. Ce droit à la révolte. C'est en ça que Weil, il se qualifie d'hégélien, mais il est post-hégélien. Parce que c'est un hégélien qui a entendu et enregistré le droit à la révolte.
Mais évidemment, l'œuvre, à elle toute seule, il y a un problème parce qu'elle aboutit à plus de violence. Embêtant. Et le fini, mon petit code couleur, vous avez vu, le fini, j'ai mis le orange. Qu'est-ce qu'il fait? Il constate que la révolte est à la fois inévitable, okay. Si le système dans lequel on veut me couler ne me satisfait pas, ne me contente pas, je suis obligé de me révolter, quelque part. Mais en même temps, elle est absurde. Elle construit rien d'autre qu'un projet arbitraire, en fait. Et donc, il renonce au contentement. Il dit, bon, voilà, ça y va. Ou alors, il dit, on ne pourra avoir que des contentements modestes. La satisfaction, à un moment donné, d'avoir dit, voilà, mon étoile de vérité, c'est ça. Puis bon, l'étoile, elle va se casser la gueule dans la mer. Moi, je vais mourir, mais au moins, ça aura guidé ma vie. Et donc, il renonce au contentement. Alors, évidemment, là, vous voyez, il y a Weil, qui est assis sur toute sa tradition philosophique. Il a du mal à avaler la pilule. Il dit, cette acceptation de l'échec est-elle le dernier mot de la quête de sens? Je veux dire, moi, je veux bien qu'on me dise, j'ai une solution, c'est le courage de te battre à main nue contre l'absurdité et d'accepter que tes luttes sont vaines. Et au moins, c'est beau de lutter. Ok. Oui, c'est Camus et tous ces gens-là. Hein. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Eh bien, il va nous présenter l'action. Oui, vas-y, tu peux revenir en... Vous aurez le diaporama. Hein. D'accord. Et donc, il va nous présenter sa première des catégories de synthèse qui s'appelle l'action. Alors, l'action, c'est la numéro 16. Donc, l'action, c'est une première synthèse grâce à une première prise de recul, vous voyez, c'est-à-dire qu'il va prendre un recul par rapport aux trois, et bien dire chacune de ces trois catégories qui viennent de se passer, elles ont quelque chose d'important à dire. Pour une réconciliation des catégories, c'est là que le mouvement s'inverse, le mouvement de critique en balancier s'inverse, et que Weil va passer ailleurs, c'est-à-dire de dire, mais peut-être que, au lieu de dire, moi j'ai compris contre l'autre qui avait tout faux, on peut peut-être avoir une autre manière, qui n'est pas une reprise, qui est une synthèse. Alors, qui on a dans l'action? C'est assez amusant parce que Weil va montrer que l'action, finalement, elle court dans pratiquement toute l'histoire de la philosophie, de Platon à Marx. Et au-delà. Alors, encore une fois, entendons-nous bien, ça c'est très clair, Weil n'était pas marxiste. Après-guerre, il a vraiment... après-guerre, c'était très clivé. Il y avait les communistes et les compagnons de groupe du Parti communiste, puis il y avait les démocrates. Et Weil, il s'est toujours rangé du côté des démocrates, même s'il avait une sensibilité de gauche, on va dire. Mais en tout cas, il n'a jamais accepté le marxisme, justement parce que la discussion, en tout cas la démocratie, pour lui, c'était absolument capital. Donc la dictature du prolétariat, ça ne l'intéressait pas. Par contre, il y a des choses dans le marxisme qui disent, là, il y a quelque chose à entendre. Mais déjà, dès Platon, il voit des traces de cette catégorie à l'œuvre. L'action. Alors, donc, pour placer l'action, il faut se dire, finalement, il faut se mettre à l'écoute de ces catégories qui semblent se contredire. À partir de ce que... Qu'est-ce qu'elles nous ont appris, les dernières catégories? Elles nous ont appris chacune quelque chose qui est essentiel. La catégorie de l'absolu, elle nous a appris que l'humain peut penser une destinée réconciliée pour l'humanité. C'est-à-dire que l'absolu nous a appris qu'on peut avoir de l'ambition pour l'humain et pour la vie humaine. Et alors, c'est ça le principe du bien commun. L'humanité n'est pas condamnée ni à l'arbitraire, ni à la loi du plus fort. On peut peut-être continuer d'espérer une humanité qui voit et qui vive le bien. D'un certain côté, c'est intéressant parce que c'est le même élan en ni qui avait guidé Socrate. Vous êtes d'accord?
Socrate qui disait ni les mythes de la certitude, ni le relativisme des sophistes. Il faut penser toujours qu'il y a un bien vers lequel nous allons, bien plus grand. Ça va? Mais l'œuvre nous a aussi appris quelque chose. C'est que les projets humains ne sont pas entièrement rationalisables. Et ça, c'est capital. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que l'humain a besoin de se réaliser dans des choses, même s'il ne s'appelle pas Hitler ou Trump, dans des choses dont il ne pourra pas, a priori, rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a une part d'arbitraire. Pourquoi? Parce que, on revient à ce qu'on avait dit dès le début, l'homme, il y a un mélange toujours de rationalité et d'irrationalité. N'attendez pas de vous-même que vos buts vous soient transparents et soient transparents à une raison. Il y a des choses, elles sont importantes pour vous, vous avez besoin de les achever, vous avez besoin de les mettre en œuvre. Pourquoi? Personne n'en sait rien, vous non plus, et c'est pas grave. C'est si vous voulez vous ranger entièrement sous la rationalité, tout justifier, eh bien, là, vous risquez de vous faire violence. Ou, pour dire les choses autrement, vous rappelez qu'il y avait le sentiment et la catégorie. Eh bien, en gros, acceptez que votre vie se fonde sur un sentiment et que ce sentiment, il n'est pas soluble dans la rationalité. Et du coup, vous voyez, ici, l'œuvre, du coup, reprend et Hitler et Trump nous aident à la comprendre quelque part, mais l'œuvre, c'est bien plus large, hein, c'est l'œuvre de l'artiste. Pourquoi l'artiste peint comme ça, ou danse comme ça, ou chante comme ça? Parce que, quelque part, ne lui demandez pas, un artiste, il ne crée pas pour obéir à une théorie de l'art. Il crée à partir d'un sentiment. Est-ce que ça va, ça? Ça, c'est capital. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la philosophie de Weil, elle veut intégrer l'irrationnel qui est en l'humain. En fait, c'est une rationalité ouverte. Une rationalité en accueil, en fait. C'est ça qui est intéressant. La rationalité qui essaie d'être la plus large possible. Pour ça, c'est un philosophe allemand qui essaie de comprendre le message qui est derrière l'absurdité du nazisme. C'est ça. Les juifs en plus. Non, tu reviens parce que... Et qu'est-ce qu'on a aussi appris du fini cette fois? Que l'humain doit accepter le caractère limité de ses projets et de sa capacité d'influer sur le monde. Quoi que tu fasses, ce sera petit. Donc, en gros, vous commencez à voir comment ça va se trianguler. Think globally, act locally. Oui, c'est ça la philosophie de Weil. Hein. Tu ne peux pas renoncer à penser, mais si tu ne renonces pas à penser, ben tu dois penser globalement. Mais tu ne peux pas seulement penser globalement, tu dois aussi agir localement. Et en sachant que c'est largement irrationnel et tout petit. Donc, vous voyez en quoi l'œuvre se distingue de l'action. L'action se distingue de l'œuvre. Alors oui, le colibri de Pierre Rabhi et tout ça, bien sûr. Tout ça. Oui, mais on ne dit pas autre chose. Hein. Alors, mais on le dit dans une perspective de consolation. Alors, dans l'absolu, qu'est-ce qui se passe? Donc, le philosophe, je redis les choses, hein, le philosophe voit la cohérence et accepte le contentement, d'accord? Dans l'absolu, il y a du contentement. Mais, dans la réalité, le mécontentement demeure. Donc, en fait, la tension maintenant que Weil va souligner, pour introduire la catégorie d'action, c'est la tension entre absolu et réalité. D'une certaine manière, on est très très proche de la prochaine séance du webinaire du pape François, la réalité supérieure à l'idée. On
pas renoncer à penser la réalité, mais il faut toujours savoir que notre idée. Donc, en fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est s'attaquer à la réalité. Donc, là, un petit extrait. L'œuvre montre, la finitude démontre, ce n'est pas la peine d'essayer de prendre ça en note, hein, vous aurez l'œuvre montre, la finitude démontre que l'homme n'est pas essentiellement savoir. En quoi les deux catégories, étant philosophiques malgré leur contenu, se séparent de toute la tradition de la philosophie occidentale. Et, en gros, à travers la double secousse de l'œuvre et du fini, qu'est-ce qui est ébranlé? L'intellectualisme de toute la philosophie occidentale. Le fait que, depuis Socrate, on pense que c'est parce qu'on aura bien pensé qu'on sera heureux. Que c'est parce qu'on aura bien compris, bien dit les choses, c'est-à-dire on renonce, en fait, ces deux catégories, elles nous obligent à renoncer à l'idée qu'il faut viser un discours absolument cohérent. On sera content quand le discours sera cohérent. Donc on retrouve en fait une forme d'hygiène du réel. Et que la satisfaction par le discours n'est qu'une possibilité que l'homme peut refuser. C'est ça la révolte. Et donc quel est le défi maintenant? Le défi, c'est de faire descendre l'absolu dans la réalité. Ça va, ça, l'idée? Alors, cette réalité, maintenant, il faut bien la regarder. De quoi elle est faite? C'est là qu'il va mettre une brique de plus dans son exposé. De quoi est faite cette réalité? La réalité des gens qui vivent et qui ne sont pas contents, malgré les discours de l'absolu. Eh bien, cette réalité, c'est celle de la condition. C'est là qu'on vit. On vit dans un monde qui est régi par la condition. Alors, petit résumé, ça c'est de moi, c'est pas de Val. La condition, c'est quoi? C'est un service aveugle. On ne vous demande pas de réfléchir à quoi ça sert, on vous demande de faire fonctionner le système. D'un progrès, alors je le mets entre guillemets, bien sûr, qui nous enrôle. D'accord? Il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un compte en banque, d'avoir de l'argent pour travailler, pour consommer, et pour... voilà, et qui nous broie, comme sujet de liberté, dans le travail et la consommation. C'est ça. Et pour nous, j'allais dire bourgeois ou quasi, d'un pays hyper riche, quoi qu'on en dise, et qui ont encore du temps pour réfléchir et faire de la philosophie, mais pour des millions et des millions de gens qui n'ont qu'un horizon, c'est d'aller bosser en usine, voilà, pour pouvoir faire manger leur famille, voilà, c'est encore plus vrai, évidemment. Donc, dans la condition, le sens de la vie échappe à l'humain qui n'est qu'un rouage, d'accord? Le sens, c'est le progrès, la machine à faire marcher. Donc, l'humain, il n'a plus de prise sur quelque chose qui s'appellerait donner du sens à sa vie. En dehors du sens qu'on lui autorise, qu'on l'autorise à vivre, c'est-à-dire travailler et consommer. Donc, la condition sépare la raison de la vie, d'accord? La raison, c'est la rationalité techno-scientifico-capitaliste qui dit, c'est par là. C'est d'autres qui possèdent la raison. La raison, elle est où? Elle est dans les laboratoires, dans les universités, dans les usines, dans les, comment on appelle ça, conseils d'administration des entreprises. Là, il y a une raison, une rationalité qui prend des décisions. Donc la condition sépare la raison de la vie, et l'humain réagit comment? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en émettant des catégories de révolte où la vie refuse la raison. D'accord? Pour redire la même chose. J'essaie de souligner comme ça, d'encadrer le truc.
C'est intéressant parce que je trouve qu'on peut relire même la crise des Gilets jaunes un peu comme ça. Oui, la crise des Gilets jaunes, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et donc, et du coup, la crise des Gilets jaunes, par exemple, elle clive autour de la rationalité, c'est-à-dire nous ne voulons pas de votre rationalité, et l'absolu, ou les gens qui s'en servent, disant bah, montrez-moi là votre rationalité. Vous voyez bien que vos borborigmes me sont irrationnels. Tout ça, ça ne fait pas un système. Donc, proposez-moi un contre-modèle de société, on verra. Mais voilà, votre affaire ne pisse pas loin. Après, il y a quand même eu des projets de démocratie participative, des monnaies locales, des machins. Enfin, je pense qu'il y a eu des tentatives aussi par les tenants de ceux qui font la rationalité, de penser la rationalité autrement. Tout à fait. Mais parce que tu veux voir, on est déjà dans parce qu'on est travaillé par la catégorie de l'action. Hein. Oui. La catégorie de l'action, c'est bon, maintenant on fait quoi et qu'est-ce qu'on fait bouger. Alors, du coup, là, ça c'est une citation de Wahl qui va vous expliquer en fait le bien fondé de la fameuse catégorie de l'action. Donc, l'homme est passé de la finitude, puisque là, la catégorie sur laquelle on s'était arrêté, 15, c'est le fini, d'accord? Donc maintenant, il faut passer ailleurs. Parce qu'on décide de passer ailleurs, parce que c'est pas, voilà, on décide que c'est pas suffisant. La modeste acceptation de l'échec. À une autre attitude qui demande précisément ce qui est l'impossible même du point de vue de la finitude, comme du point de vue de l'absolu. C'est-à-dire que de ce côté-là, ni la finitude ni l'absolu n'ont en elle de quoi accepter la requête de cette nouvelle catégorie. Alors c'est quoi la requête? Eh bien, ni un acte, ça va? L'acte c'est qui? Ben, c'est la révolte, hein. Je dois agir, il faut que je fasse quelque chose. D'accord? Ni un acte, l'acte pur, ça c'est le domaine de l'œuvre. C'est l'œuvre. Ni une raison, c'est-à-dire ça c'est l'absolu, qui dit bah, expliquez-moi, rationalisez ce que vous faites. Mais l'action, c'est ni simplement une pensée, ni simplement un acte. Ou une œuvre. Alors c'est quoi l'action? Une vie qui soit cohérente, une raison totale qui puisse guider la vie. Faire descendre l'absolu dans l'existence. C'est quoi une action? Une action, c'est une pensée qui a le courage de s'incarner dans une forme d'œuvre, en acceptant sa finitude. Et donc, du coup, ben, c'est une œuvre, c'est une catégorie qui va faire synthèse, qui va tirer tout le monde vers un point commun, un point de convergence. Il faut donc s'attendre à ce que la nouvelle attitude cherche à unir le discours cohérent avec la condition, rapprocher l'absolu de la réalité, d'accord? C'est-à-dire, je suis immergé dans la condition, je sais qu'il y a des gens qui sont mécontents, qui sont broyés par le système, mais n'empêche que j'ai un discours une visée de bien commun, donc, qui va chercher à unir les deux. Dans une œuvre, on ne renonce pas à faire une œuvre, et on ne renonce pas au fait qu'elle soit quelque part arbitraire. C'est-à-dire mon action, mon projet, ce que je vais faire, bah, il y a une part irrationnelle. Pourquoi je m'engage ici ou là? Pourquoi je m'engage pour les réfugiés plutôt que pour les orphelins, ou plutôt que pour... Donc une œuvre satisfaisante pour l'être fini, on reste modeste dans l'action, dans le risque de sa finitude, qu'elle cherche à exclure la violence par la force de la raison sur le plan même de la violence. C'est ça la clé en fait. La clé c'est que seule l'action fait reculer la violence, parce qu'elle prétend avoir le courage de faire descendre la visée du bien commun de l'absolu dans la goutte d'eau, le colibri, voilà, mais à l'endroit où la violence s'exerce. Elle ne fait pas que dire comme l'absolu, oh ben la violence, vous allez voir,
elle se confronte à la violence, au fini des choses, mais avec cette visée, toujours, et cette vision de l'absolu. Que, pour le répéter, elle se sache catégorie et se veuille attitude. Vous voyez ce que ça veut dire, ça? L'action, elle se sait catégorie. C'est-à-dire que l'action, elle a commencé par penser. C'est la pensée qui la guide en premier. La catégorie, c'est du côté des pensées, d'accord? L'action, elle a une vision pour le bien. Elle a une idée de ce qui est bien. Mais elle se veut attitude, c'est-à-dire elle ne se satisfera que du fait que cette visée du bien, elle passe dans des choses hyper concrètes, hyper petites, qui seront tout le temps remises en question, qui vont tout le temps devoir, qui seront très souvent vouées à une forme d'échec, mais au moins quelque chose se sera passé à l'endroit du contact, c'est-à-dire à l'endroit où la violence s'exerce. Ça va, cette idée de descente? Dans la descente, il y a une forme de transformation. On va dire l'action, c'est le courage de la pensée. Bon. Il y a quelque chose qui paraît plus flexible et plus fluide dans cette catégorie par rapport aux autres qui sont finalement relativement rigides et fixes. Oui, ce qui est... Oui, alors, oui. Le Fini avait déjà essayé d'avoir cette modeste part. Mais ici, de fait, on est sur l'idée d'épouser quelque chose, un terrain qui n'est pas le monde de la rationalité, mais avec une rationalité, qui va sans cesse accepter de se laisser déplacer, remodeler, etc. Elle est dialectique, en tout cas. Donc, le problème pour elle est de développer un discours qui soit cohérent, donc on n'a pas quitté l'absolu, d'une certaine manière. Sans se fermer, qui soit cohérent sans se fermer. Qui reste ouvert à l'imprévu de la rencontre avec la réalité, qui apporte toujours un démenti à la pensée, en fait. D'accord? Donc, un discours, donc ça marche dans les deux sens, parce que c'est une double rencontre. Donc, le discours cohérent sans se fermer, c'est-à-dire sans vouloir posséder la réalité, et qui promettent de rendre cohérente la réalité, définie par la condition en ce qui concerne la situation, par la révolte en ce qui regarde l'individu. C'est-à-dire, qui promettent de rendre cohérente la réalité, d'accord? On a une ambition pour la réalité. On verra tout à l'heure comment cette ambition peut être nommée. Je ne suis pas tout à fait au bout de ma présentation. Donc, vous voyez, ici, ce qui émerge, c'est l'idée de promesse. C'est-à-dire que l'action continue de croire que l'humanité peut aller vers un mieux. Mais sa promesse, en fait, elle veut que ça soit, en fait, une rencontre de la réalité et de la cohérence. C'est-à-dire un homme vraiment heureux et libre dans la condition. Donc finalement, qu'est-ce que fait l'action? L'action, c'est la visée d'une existence pleinement cohérente pour tout homme comme terme du progrès. C'est-à-dire que l'action, elle n'aura pas, elle aura jamais rendu les armes tant que tout humain ne sera pas en possession de la possibilité de vivre une existence pleinement cohérente. Donc, évidemment, vous voyez, là, il y a une utopie formidable. On pourrait dire qu'il y a une espèce d'eschatologie philosophique. On se bat pour quoi? On se bat pour qu'un jour, tout humain, l'humain de la condition, c'est-à-dire l'humain qui est enrôlé dans le progrès, parce que ça, on n'en sortira pas, vive une vie pleinement cohérente pour lui-même. Tant qu'on n'en sera pas là, on ne pourra pas parler d'un progrès.
terme du progrès. Donc là, donc que veut l'action? C'est assez simple, hein. Que veut l'action? La satisfaction de l'homme révolté. L'action, elle s'intéresse à l'homme révolté. Il dit, dis-moi ta révolte. Ah ben oui, elle est justifiée. Alors, on va y aller pour que, quelque part, tout le système bouge, hein, et en faisant bouger le système, on te fasse bouger toi, pour que, bon, évidemment, ça sera jamais, ça sera modeste, on fera ce qu'on pourra, mais tu ne peux pas, on ne peut pas se contenter de te passer par perte et profit, toi et ta révolte. Si l'absolu a mené à la révolte, ce n'est pas parce qu'il exigeait la cohérence, mais parce qu'il l'affirmait atteinte dans et par le seul discours. Ça va. Hein. Pourquoi est-ce que l'œuvre vient tout casser derrière l'absolu? Ben, l'absolu lui-même, le problème, c'est pas c'est pas son exigence qui nous fait problème, c'est parce que, finalement, il se contente de parler, de penser. C'est d'autant plus énervant pour les perdants du système. C'est dans la condition que cette cohérence doit être réalisée. Hein. La réalité, là où les hommes vivent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils travaillent, hein, et ils sont plus ou moins tous broyés par le système, certains plus que d'autres. Mais elle ne sera pas réalisée par la condition. Et la condition, elle s'en fout, hein, de l'homme révolté. Elle fabrique du déchet, la condition. C'est son rôle, c'est sa manière de fonctionner. Donc, la condition, hein, embarque l'humanité, secrète du déchet, et c'est pas elle qui va prendre en charge les victimes. C'est pas elle qui va faire, en gros, c'est pas elle qui va faire progresser l'humanité. Elle fait progresser la technique. Car, dans la condition, l'homme a trouvé à la place de la satisfaction la perte de soi-même, perte insupportable depuis que la conscience l'a révélée comme perte. La révolte n'est rien d'autre que la protestation de l'homme qui ne veut pas être consolé de cette perte. Voilà, la révolte n'est rien d'autre que la protestation de l'homme qui ne veut pas être consolé de cette perte. C'est-à-dire l'homme qui constate qu'il est perdant au jeu social, au sens large, mais veut rentrer dans ses droits. Il ne suffit pas de dominer la nature, il faut dominer le monde même de la condition. Dominer la nature, d'accord, ça c'est le projet de la condition. Il faut dominer le monde même de la condition. Il ne suffit pas que l'homme serve le progrès, il faut encore que le progrès serve l'homme. Bon, c'est-à-dire tout ça pour ça. Oui, peut-être, mais en tout cas, c'est une manière, finalement, que je trouve assez forte, de placer l'enjeu final, finalement, de nos ambitions, à quoi? La modestie de dire, maintenant, avec tout ça, je pense la place de chacun et le bien commun, c'est-à-dire le tout et la partie, et puis je fais ce que je peux, là où je suis, et puis on y va. Ouais, une petite parenthèse, oui. Moi je me retrouve complètement dans, quand j'ai fait le choix de mon métier de travailleur social, ouais. Je me retrouve complètement là-dedans, c'est ça. Mais avec une vision que j'avais, et la réalité m'a un peu déçu, que la politique, l'économie, le politico-économique, oui, enfin, le système, l'ensemble du système, n'était pas si simple que ça à faire bouger, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, de ce côté-là, l'action garde la modestie du fini. C'est ça. Disant, de toute façon, on ne fera jamais que ce qu'on pourra. Et plein de choses vont nous échapper. Et plein de rationalités vont tourner au-dessus de nos têtes. Mais en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas trouver un contentement? Parce que toujours, c'est ça l'histoire, c'est où est le contentement, hein. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un contentement simplement c'est ça que Weil propose, en disant de savoir qu'on a fait tout ce qu'on pouvait à partir d'une pensée du bien. Et pas simplement arbitrairement comme ça en tirant à droite ou à gauche. C'est pour ça que tu parlais d'utopie, c'est pas faux, quoi. Ah, bien sûr, ah oui, il y a une énorme charge utopique chez Weil, ça c'est sûr. Ce que je trouve étonnant, c'est que ça peut décrire des situations aussi hétérogènes, aussi dissemblables, que quelqu'un, je trouve, un peu comme Gandhi ou Martin Luther King, qui fait des actions et qui a une pensée très très cohérente. Et d'autre côté, on peut avoir
des grands consommateurs sportifs, tout ça, qui vont plutôt justement un peu faire un monde, comme on peut voir dans des films un peu américains, et ça semble être aussi une forme d'action et d'absolu. Je suis pas sûr d'avoir compris ta deuxième. Ce que je veux dire, c'est que le système avec la condition et tout peut favoriser des gens, un certain hédonisme même dans l'action. C'est-à-dire que même l'action, entre guillemets, elle devient un produit marketing. C'est l'exemple des richissimes américains qui donnent de l'argent pour le progrès et pour manipuler l'humain, quoi. Ah oui, il peut y avoir ça aussi. Moi, j'ai pensé à ça. Mais bon, c'est sûr qu'après, ça se décline de mille façons, ça. C'est en fonction de l'homme, comment on vit les choses. En tout cas, je suis pas sûr d'avoir tout compris de ta remarque, mais en tout cas, une catégorie, c'est forcément très vaste. Oui. Ça englobe forcément plein de situations possibles. Il n'y a que 18 catégories, donc parmi toutes les options de sens qui sont pour l'humanité, donc c'est forcément un truc très grand. Je sais pas. Je pense peut-être que je pense trop à des œuvres, en fait. Je pense que ça se rangerait plutôt dans l'œuvre au final. Oui, c'est peut-être ça. Ou alors à des œuvres de charité ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que une des caractéristiques quand même de l'action, c'est qu'elle prend vraiment en compte la révolte du révolté. Voilà, dans le système nord-américain, peut-être que le rêve américain a déjà tout. Je sais pas, je connais pas assez bien l'Amérique du Nord pour pas comment ça marche. Mais en tout cas, est-ce que l'action, elle renvoie la cohérence nécessairement à l'échelle d'une existence, donc d'un homme, donc elle prend acte comme elle prend acte d'un individualisme méthodologique, enfin jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative qui serait de renoncer au moins à la totalité de la cohérence? Non. La cohérence, il y aurait qu'on y a renoncé, il y aurait que des gens ont dit mais l'homme n'est pas cohérent. Et si on tient la cohérence, si on veut tenir la cohérence jusqu'au bout, ça nous emmène dans des totalitarismes et dans des systèmes justement de l'ordre de l'absolu, c'est-à-dire sans prise sur le réel. Moi, il me semble que la cohérence est une ambition irréaliste et complètement démesurée. Donc ça veut dire que tu choisis la catégorie du fini. Dire, moi je suis plutôt à l'aise dans le fini, c'est-à-dire, ok, surtout faisons le deuil de cette cohérence qui nous emmène toujours plus ou moins du côté de l'absolutisme. Ou de l'individualisme, et pour laquelle qui nous conduit à renoncer à une idée de bien commun. Enfin, il n'y a plus de commun. Si on est sur une existence pour tout homme, une existence cohérente pour tout homme, il n'y a plus de bien commun, il y a un bien individuel. Donc, c'est là où, déjà, l'homme révolté, c'est pas simplement l'individu révolté, hein, c'est je pense que Weil montre son intérêt pour Marx, c'est-à-dire l'homme révolté, c'est aussi des classes, des groupes, des sociétés entières. C'est Camus au départ, c'est le titre d'un bouquin de Camus. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'ici, il n'y a pas plus d'envie. En tout cas, ce qu'il essaie de trouver, c'est une espèce de voie philosophique entre justement la dictature des absolus, mais des absolutismes qui ont tout pensé à la place des autres, et l'individualisme. Le pur individualisme. Une existence cohérente pour tout homme, on semble qu'on en prend acte et qu'on... Bon, continue. Non, en tout cas, l'action, c'est rien d'autre qu'une utopie qui accepte d'être utopique, mais en même temps qui veut avoir un point d'impact. C'est-à-dire que c'est en gros, quand tu travailles en faveur des réfugiés, tu ne travailles pas juste pour faire plaisir à Mohamed ou à machin, tu travailles parce que tu penses qu'il y a un système et tu as une pensée systémique, c'est-à-dire que tu penses que ces gens-là, il faut que la société leur fasse une place, enfin je ne sais pas quoi, en tout cas il y a quelque chose ton action, tu la penses en référence à une société à faire bouger en fait. C'est ça l'absolu. Oui, mais tu la penses tout seul.
Pas forcément. Tu la penses tout seul, c'est-à-dire Tu peux t'associer à d'autres. l'action, c'est forcément l'action de quelqu'un. Après, il y a des manières d'agir collectivement. C'est-à-dire l'action, elle peut être appropriée par des groupes. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple du professeur, par exemple, un prof qui se retrouve chaque matin devant sa classe, il le fait au nom d'un certain nombre de valeurs qu'il porte et qu'il essaie de transmettre à une génération. Et bien sûr, il est confronté à un certain arbitraire, il n'est pas toujours écouté, c'est compliqué, etc. Mais il essaye, vaille que vaille, d'incarner cet absolu. C'est ça, tout à fait. L'enseignant, par exemple, de fait, s'il renonce à aucun des deux bouts de la chaîne, on peut dire que c'est complètement un des représentants de cette catégorie. C'est sûr. Absolument. Et puis il s'inscrit toujours dans un collectif. Normalement, il s'inscrit dans un collectif. Médico-social. Voilà, médico-social, l'acteur médico-social, il va. Et encore une fois, c'est pour ça que Weil tient beaucoup à inscrire l'action après le fini, que tout ça, ça doit être infiniment modeste. C'est-à-dire que l'œuvre et le fini nous ont appris que même nos rêves d'une belle société ont toutes les chances d'être démentis. C'est une tentative de synthèse. Alors, c'est une tentative de synthèse pour ne pas éteindre ne pas éteindre la possibilité et la nécessité pour l'humain de se réaliser. Parce qu'il faut quand même bien qu'on se réalise quelque part. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut se réaliser simplement en écrivant 18 volumes d'une somme totale dans laquelle on montre que tout va bien, que tout ira bien. C'est même pas sûr que ce soit souhaitable. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui peut faire ça. La plupart des gens vivent immergés dans un monde qui les révolte largement. Alors, du coup, Weil, il dit, on en fait quoi de ça? On en fait quoi? C'est possible de transformer ça en quelque chose qui vise un bien qui le dépasse complètement, qui nous dépasse complètement, mais qui n'émergera que si on s'y colle. C'est-à-dire aussi modeste que le fini, mais moins pessimiste, aussi arbitraire que l'œuvre quelque part, mais moins violent, aussi ambitieux que l'absolu, mais moins planant. Il parle de protestation, on pourrait dire que c'est une protestation incarnée. Exactement. L'idée, c'est de faire descendre l'absolu dans la réalité. Mais pour que l'absolu descende dans la réalité, ce que je disais tout à l'heure, il doit profondément se transformer. Et Weil, dans sa vie, post-édition de son œuvre, dans l'action, en tout cas, déjà, lui, son choix de fuir l'Allemagne, de s'engager dans l'armée française et d'aller se battre contre les Allemands, ça dit tout. Et c'est-à-dire, faire reculer la violence, je ne sais pas si c'est à cet endroit-là, non, c'était la diapo d'avant, faire reculer la violence sur le lieu même où s'exerce la violence. Il n'y a pas question de dire, je fuis aux États-Unis, par exemple. Pour regarder tout ça de plus loin. Il a quand même fini en France. Oui, il a fini en France parce qu'il dit c'est là en France que j'ai pu réaliser. Je ne me verrai pas vivre ailleurs qu'en France parce que c'est en France que j'ai pu réaliser en fait cet impératif d'action qui était en moi, c'est-à-dire me battre pour que la démocratie continue d'exister. Donc ça, et puis après, c'est... non, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup enseigné, écrit, publié. Puis il était aussi assez engagé, je crois, dans des... En tout cas, il a été une des personnes qui a inspiré la pensée de la démocratie, enfin de la Ve République, la démocratie après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, ça c'est ce qui, je trouve que c'est ce qui, par rapport au terme démocratie, depuis le début, en fait, c'est vrai que on utilise souvent le terme démocratie, mais c'est vrai qu'on a des catégories de pilotage qui, sous le terme démocratique, finalement, utilisent certaines catégories. Pratiquement toutes les catégories qu'on a vues tout à l'heure
peuvent se draper dans la démocratie en disant, parce qu'il y a la démocratie des individus qui veut faire triompher l'individualisme, ça c'est la personnalité, il y a plein de manières de fait de vouloir tirer à soi celle-là, on pourrait dire, elle est assez proche de la posture de Socrate, mais 20 siècles plus tard, ou 23 siècles plus tard, en disant, il faut savoir qu'on réalisera qu'un tout petit bout de ce qu'on rêve, mais on ne peut pas lâcher ce rêve. Alors, du coup, oui. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'on est dans une forme de réconciliation entre les catégories. C'est ainsi, donc dans l'action, que se rencontrent dans l'action, comme dans leur aboutissement, toutes les catégories de la réflexion, avec celle de l'absolu et de la révolte absolue. Donc, on a vu, absolu, révolte absolue, l'œuvre, le fini, elles se rencontrent à cet endroit-là. La personnalité se saisissant comme sentiment en face de l'absolu qui est Dieu, mais un Dieu révélé absolument comme la cohérence à réaliser. D'accord? La cohérence à réaliser, c'est-à-dire Dieu ici, c'est un Dieu de la promesse. Il y a une eschatologie là derrière. En fait, en gros, Weil il dit que vous ayez un Dieu, c'est très bien. Si c'est le Dieu qui vous donne rendez-vous au terme de l'histoire, là où l'humanité sera contente. Là où aucun humain ne sera dépossédé de sa personnalité, de son rêve et de son sens. Bon, je ne suis pas sûr qu'on va, parce qu'il est moins de quart, donc je ne suis pas sûr qu'on va détailler ça, vous l'aurez sur le diaporama. Mais en gros, on pourrait dire, voilà, pour Weil, il n'y a pas de catégorie pratique qui dépasse l'action, parce que l'action, finalement, elle les réunit toutes dans une forme de réconciliation. Mais cette réconciliation, pourquoi elle est réconciliation? Parce que d'une certaine manière, elle reprend toutes les ambitions de sens des précédentes en les faisant atterrir à l'endroit où on ne peut jamais être définitivement content, mais au moins on a pris sur le réel. Alors, il me reste quelques minutes pour terminer. Donc, est-ce que tu peux aller... Tu sais, tu l'auras dans le... Donc, vous allez vous distribuer ça. Toi, tu l'as, toi... Voilà. Peut-être que certains. Et donc, si tu peux mettre une. Sur la clé USB, tu avais une autre. Ah, redonne-moi la clé USB. Ah, tu as pris qu'un? J'ai pris que ce diapo. Il est dans ta poche, je pense. Ah non, d'accord. Alors, donc, la logique de la philosophie ne s'arrête pas là. Maintenant, après avoir dit, finalement, l'action, le courage de la pensée qui se confronte au réel pour faire reculer la violence, ici et maintenant, modestement, on pourrait dire que c'est l'achèvement de la philosophie pratique, mais on n'a pas tout à fait fini. Il y a une deuxième, vous voyez, pour arriver à l'action, il a dézoomé sur, à partir de absolu, œuvre et finie. On devrait mettre 3 flèches en fait. Voilà, elles se rencontrent toutes là. Cela dit, est-ce que le trajet est fini pour autant? Non, parce que le philosophe, il se dit, enfin plutôt le logicien de la philosophie, il se dit, mais ok, c'est bien beau de dire finalement, l'achèvement de la pensée, c'est l'action, et le courage de s'incarner finalement, pour faire bouger les choses, là où on est. N'empêche que tout ce qu'on a appris des précédentes catégories ne peut pas être passé juste par perte et profit. Ce n'est pas juste des préparations qui nous emmènent à fait de dire, finalement, la noblesse de la pensée, c'est l'action. Donc si on se recule, de quoi on se rend compte? En fait, chacune de ces catégories
même si elles sont extrêmement différentes dans leur manière d'approcher la question, elles cherchent quoi? Vous voyez, c'est toujours cette idée d'embrasser plus large, hein, de faire une synthèse. Elles cherchent quoi? Ben, elles cherchent à dégager un sens à l'existence. Et donc, en fait, ok, on peut dire, si tu veux penser jusqu'au bout, pense jusqu'à agir. Ça, on peut le dire. Et Weil le dit. C'est-à-dire, si tu veux penser jusqu'au bout, pense jusqu'à avoir la modestie et le courage d'agir. Tu ne seras jamais complètement satisfait, mais rien que le fait d'agir sera une satisfaction incomparable à toutes les autres. C'est déjà bien de dire ça. C'est fort, enfin moi je trouve que ça m'équipe. En tout cas, ça m'aide au jour de... Ok, c'est bien de dire ça. Mais, n'empêche que tu ne peux pas passer par perte et profit les contentements des autres. Donc, quelle leçon tu es obligé d'essayer de tirer une leçon à la fois de la diversité et à la fois de ce que toutes ces catégories ont en commun. Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Ben, qu'elles essaient de dégager un sens à l'existence. Donc, et c'est là où, j'en avais déjà parlé au début, conclusion, en fait, c'est quoi le sens de l'existence, le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est une formule de Weil, le sens de la vie est d'avoir un sens. Mais c'est énorme. Petit malin. C'est énorme. Le sens de la vie est d'avoir un sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que font tous les humains comme ils peuvent, hein, en tâtonnant là où ils sont? C'est essayer de donner un sens à leur existence. Ce qui nous oblige, si on veut rentrer dans les pas du logicien de la philosophie, à avoir un immense respect pour toutes ces tentatives. C'est-à-dire qu'en gros, hein, après avoir dit, bon, allez, chacune critique la précédente, et on est quelque part conduit, et le mouvement de Weil, il est très fort, hein, il conduit à l'action. N'empêche que ce n'est pas parce qu'on a dit ça qu'on n'est pas obligé, d'une certaine manière, de respecter l'ensemble de ces postures. C'est-à-dire que, d'autant plus dans une société pluraliste comme la nôtre, vous avez vu l'ensemble des catégories qui ont envahi le terrain aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben, soit on recommence à essayer de mettre de la certitude et on va finir par tous s'entretuer, hein, comme disait Martin Luther King. On doit vivre en frères, sinon on mourra. On doit vivre ensemble en frères, sinon on mourra tous comme des imbéciles. Donc, soit on solidifie nos précarés et nos barrières, hein, et on fait la guerre, soit on a une autre posture, qui est une posture d'ouverture, où on essaie d'entendre et d'accueillir la visée du sens de la vie de l'autre. Le sens de l'existence, c'est d'avoir un sens. Et, je pense que toute l'œuvre de Weil montre, ça sera assez difficile d'obliger quelqu'un à mettre son sens ici ou là. Puisque, ultimement, ça c'est ce qu'on se dit depuis le début, hein, le choix d'un horizon de sens, d'une rationalité, repose sur le sentiment qui n'est pas rationnel. Et donc, faut juste s'y faire. Point final. Voilà. Peut-être qu'une société vraiment intégrative, hein, là, c'est la même chose que la vérité, vous voyez, c'est pour ça qu'on reboucle au début, mais évidemment, on s'est enrichi de plein de choses, c'est-à-dire on s'est enrichi de l'infinie diversité des nuances de sens qui sont celles qui ont cours à cause de la diversité des discours et des reprises. Alors, c'est bien joli, le sens, mais ce n'est pas la catégorie ultime. Pourquoi? Parce qu'on est encore trop, là, si on dit simplement le sens de la vie et d'avoir un sens, vous voyez, on est encore un petit peu comme dans l'absolu, on plane. Mais il faut faire descendre ça dans la réalité. Alors, où est-ce que le sens descend dans la réalité? Dans la figure du sage. C'est où est-ce que le sens est réalisé? Chez le sage. Le/là, évidemment.
Alors, c'est qui le sage? Le/la sage. C'est ce qui donne forme. Alors, vous voyez, philosophie, logique de la philosophie, amour de la sagesse, on boucle. Mais elle arrive qu'à la fin. Alors, c'est qui? Le sage. Eh bien, vous voyez, c'est pareil, c'est une catégorie générale. C'est-à-dire, le sage, c'est qui? C'est celui ou celle qui sait ce qu'il en est dans sa catégorie, c'est-à-dire qui a choisi une catégorie, qui sait ce qu'il en est, qui s'y tient sans confusion, ça c'est une citation de Weil lui-même, hein, qui sait ce qu'il en est, pour lui-même, qui s'y tient sans confusion, en ouverture aux catégories des autres. Alors évidemment, c'est tout un art. Très peu sont sages. Là, on reboucle avec l'histoire de la philosophie tout entière. Très peu sont sages. C'est-à-dire, en gros, tu n'as pas forcément à choisir ta catégorie. Par contre, parce que, en plus, tu peux même pas vraiment la choisir, ta catégorie, c'est un peu elle qui te choisit. Puisque le sentiment, finalement, tu ne le gouvernes pas. Il y a des gens qui ont été croyants, ils ont eu Dieu, et puis ils ne peuvent plus croire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer de catégorie. On ne peut pas leur en vouloir. Donc, quelque part, tu laisses ta catégorie te choisir. C'est une dialectique qui est très complexe, hein, qui est finalement inexplicable. Mais tu travailles à habiter ta catégorie de la bonne manière. C'est-à-dire à la fois enraciné dans le sens, que personne n'épuise, toujours plus grand. C'est pour ça qu'on retrouve évidemment la même chose que la catégorie de vérité, c'est toujours plus grand. De quel droit je dis ce qui fait sens pour moi, c'est ça le sens? Tu te calmes direct, tu écoutes les autres, et puis après. Mais c'est pas pour autant que tu dois céder au relativisme. Vous voyez, on est vraiment sur cette ligne de crête, et on pourrait dire que, d'une certaine manière, on est passé de la certitude à la conviction. Et, je trouve que notre époque est assez extraordinaire, justement, dans le fait que il y a vraiment un certain cosmopolitisme, on pourrait dire catégoriel. On peut se retrouver à être avec des gens qui pensent radicalement différemment de nous parce qu'ils sont d'autres catégories. Donc, le simple fait d'essayer de les comprendre peut être une remise en cause catégorielle. Enfin, elle demande vraiment d'être dans une position sage, effectivement, si on est obligé de... Tout à fait. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on n'a pas trop le choix. Et voilà, c'est ça que on n'a pas trop le choix aujourd'hui, c'est-à-dire, vu la profusion des options de sens et la possible violence qui réside dans l'interface, surtout si c'est durci par la certitude et tout ça, soit on bascule vers des choses, d'autres manières de s'appréhender les uns les autres et d'appréhender le sens du côté de la sagesse, soit, comme dit Martin Luther King, il va nous arriver des bricoles. On est acculé, et on est certainement, surtout dans des sociétés hyper différenciées, à un moment de choix et de bascule entre des manières plus ou moins ouvertes d'habiter le sens. Ça, c'est sûr. C'est une belle utopie. Et Jésus dans tout ça, il serait dans l'action. Je pense que après c'est à chacun de nous de voir. En tout cas, c'est sûr que, en tout cas pour Weil, le christianisme, c'est une reprise de la catégorie de la personnalité sous la catégorie Dieu. Et pour Weil, la spécificité du christianisme, de Jésus, c'est l'invention d'abord du concept de personne, parce que ça c'est une invention chrétienne, le concept de personne. C'est-à-dire cette idée que jamais un système ne peut prétendre obturer l'unique qu'est chacun. Chacun, tout homme est une histoire sacrée, tout ça. Ça, c'est... Alors, après, c'est pas parce qu'il a dit ça qu'il enlève la... Enfin, je veux dire, oui, c'est sûr que Jésus, c'est un homme qui est dans l'action.
et qui pourrait dire, dans le contexte qui est le sien, remplit tous les critères de la catégorie action telle que Revel l'a décrit. Mais aussi la sagesse. Et alors c'est très intéressant parce que la dernière phrase de la logique est très christique en fait. Bon, alors après, mais elle est très complexe, donc ça prendrait du temps pour la. Donc il parle du sage. Hein. Mais le sacrifice de sa liberté ne lui est épargné que s'il suit la route de la pensée agissante jusqu'à la fin, jusqu'à ce que, reconquérant la vérité, il réalise sa liberté dans lequel il se sait ouvert au monde. Okay, le côté ouvert, ouvert. Alors, en fait, le sage, il n'a pas d'autre alternative, finalement, que de s'exposer ouvert au monde. En fait. C'est-à-dire de laisser entrer le monde en lui, hein, et de se... à la raison du monde raisonnable pour devenir raison. Donc le sage devient raison, en fait. Dans sa catégorie particulière, il incarne quoi? La raison. C'est-à-dire qu'en gros, on n'arrive à l'universel que par le singulier. On ne sait ce qu'est la sagesse qu'en regardant un sage. Mais le sage, il ne va pas résumer à lui seul toute la sagesse. Mais toutes les portes d'entrée de la sagesse sont en fait la mise en œuvre de la sagesse. Saisissant la présence comme la fin de la violence, il se libère pour la vérité et la conscience de soi achevée, non, je suis celui qui suis, le fait entrer dans l'universel de la conscience, fin, achever, entrer dans l'universel, donc mort, résurrection, c'est impliqué, qui, après n'avoir pas connu de soi, ne le connaît plus. C'est-à-dire, on rentre dans la théologie apophatique, d'une certaine manière. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le fin mot de la sagesse, c'est de savoir ce qu'on veut incarner sous le mode de ne plus le savoir. Finalement, on incarne la garantie du sens, hein, la route du sens qu'on a choisi, et en même temps, on en est dépossédé, parce qu'on sait que c'est toujours plus grand. Donc en fait, finalement, sans l'affirmer, quoi. Savoir ce que nous voulons incarner sans... sans prétendre en tout cas l'imposer aux autres, ça c'est sûr. Puis en référence à la nôtre. Et en référence à la nôtre, à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire on reboucle sur la catégorie de vérité. De toute façon, ce sera toujours plus grand. Donc, quelque part, il faut que ce que je décide d'incarner dans ma limite, d'ailleurs, je choisis ma catégorie ou je la laisse me choisir, mais en même temps, je sais que, quelque part, cette référence à plus grand qui est la vérité me pulvérise. Je sais que tous les mots que je dis... Donc, on retrouve un petit peu cette idée du bouddhisme, tout ça, enfin, du grand tout, mais là, mais sous un mode presque plus philosophique. Je suis dépassé par une manière de vivre qui en fait elle-même me dépasse. C'est ça, exactement. Qui me dépasse, mais que j'incarne. C'est ça qui est vraiment très fort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Pour Weil, il ne faut pas avoir peur. Un bouddhiste ne doit pas avoir peur d'être bouddhiste. Un musulman ne doit pas avoir peur d'être musulman. Un chrétien, on rejoint le pape François sur plein de points. Personne ne doit avoir peur de viser le sens à partir de l'endroit où il le vise. La seule chose qui compte, c'est que là où il vise le sens et où il en est fier, il continue à être en ouverture de l'autre parce qu'il sait que sa porte d'entrée dans le sens, elle est partielle et que c'est seulement dans la discussion, c'est-à-dire dans l'échange avec les autres, qu'il va pouvoir construire quelque chose qui va lui-même le déplacer et déplacer le corps collectif vers le bien commun. En fait, c'est une posture à la fois de conviction, donc, mais le mot n'est pas de Weil. Weil n'emploie jamais le mot conviction. Je ne sais pas si c'est... Ouais, vas-y, parle bien fort. Oui, juste une question. Alors, je sais, c'est dans le thème toujours, mais je vais essayer de faire le lien avec la psychologie. Ouais. La psychologie, ce serait plutôt, je dirais, la condition
qui cherche à rationaliser ce pourquoi on choisirait une catégorie par rapport à une autre, liée par exemple à l'enfance, à des facteurs environnementaux, familiaux, je sais pas. Oui, tout à fait. Weil a quelques phrases assez assassines sur la psychanalyse, en particulier la psychologie, voilà, où il dit, ben voilà, le mystère de l'humain, rangé dans des cases, j'explique tout. Voilà, vous avez choisi tel sens parce que ceci, cela. Voilà. Il n'est pas très, bon, je lui laisse son. Voilà. Mais de fait, hein, en gros, il essaie de parler d'écrire d'une manière qui intègre la dimension psychologique, mais qui jamais réduit l'humain à une condition de type psychologique. Ça, c'est sûr. De même, il a beaucoup de méfiance envers l'informatique, la cybernétique. Il voit monter le truc. Hein. Il dit un jour, tous les discours seront numérisés et mis par des machines. Là, ça arrive. Oui, c'est ça. Un jour, tous les discours seront... Et donc, évidemment, la condition aura encore gagné un terrain supplémentaire, c'est-à-dire que... Et c'est pourquoi, par exemple, à partir de... Après, bon, le livre est immense, hein, donc... par exemple, il insiste beaucoup sur, à partir de l'époque moderne, il insiste sur la forme d'art qui correspond particulièrement à telle ou telle catégorie. Et par exemple, il insiste beaucoup sur la poésie. Non, la forme, dans la catégorie du fini, hein, la poésie est absolument fondamentale, parce que la poésie, c'est justement le refuge pour l'âme humaine d'un langage qui ne soit pas recouvert par l'absolu et par la condition. Voilà. Et justement, enfin, pour continuer sur cette histoire-là, quelle stratégie de lutte contre la condition qui sont finalement un peu l'éléphant dans la pièce, puisque, enfin, en tout cas à notre époque, comment la condition a pris cette place démesurée et comment on pourrait lutter contre ça? Alors, donc pour Weil, c'est clair, la condition elle a pris une place démesurée parce qu'elle a donné à l'homme, elle a montré à l'homme que sa raison pouvait dominer le monde. Donc il n'y a pas de raison qu'il jeûne de ça, d'autant plus qu'il en tire le bénéfice. En tout cas, certaines catégories en tirent le bénéfice plus que d'autres. Et lui, il prétend à aucun moment lutter contre la condition. Ça, il le dit sur tous les tons. On ne luttera pas contre la condition. On est embarqué dans le train du progrès scientifique. Par contre, lui, il propose que l'action lutte dans la condition. C'est pas très écolo. Non, mais lutter dans la condition, ça veut dire aussi, prendre acte que de toute façon, l'homme est un animal technique. Donc, je pense qu'on peut très bien, oui, enfin, en tout cas, les questions écologiques, il a bien vu que la condition détruisait la nature, mais il n'a pas d'ambition ici, il n'affiche pas d'ambition écologique. Il est plutôt sur une ambition de type social, sociopolitique. Mais on peut très bien élargir je pense qu'on peut élargir le spectre sans problème en disant, de toute façon, puis à la limite, je veux dire, si on veut faire bouger les choses, on se sert des outils de la condition. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu veux faire passer un message, tu te sers des réseaux sociaux, tu te sers d'Internet, tu te sers d'ordinateur et de satellites. Donc tu peux pas sortir du monde qu'on a construit. Mais est-ce qu'il y a une sorte d'eschatologie, disons un encouragement de Weil à aider les autres hommes à rentrer dans une démarche vers cette sagesse? Oui, en tout cas, ça il le dit depuis le début, le philosophe se donne, dans toutes les catégories, le philosophe se donne comme objectif d'éduquer l'humanité. C'est-à-dire de renforcer le nombre des sages, d'augmenter le nombre des sages. En disant en général, soyez comme moi. Donc après avoir tourné ça un peu en ridicule, à un moment donné, il dit, là c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas un modèle unique de sage. Quelle postérité il a, Weil? Où est-ce qu'il est encore présent, actif Alors, donc, il est de plus en plus relu, ça c'est sûr. Ce qui est assez marrant, c'est que, par exemple, on ne peut pas comprendre Ricoeur si on n'a pas compris Weil. Mais Ricoeur ne cite jamais Weil.
Petit coquin. Bon, de toute façon, Ricoeur ne cite personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a jamais de note de bas de page dans les livres de Ricoeur. Donc, c'est une idée. Mais non, je pense que un des problèmes de Weil, c'est que c'est très compliqué à lire. C'est écrit très serré. Donc, même s'il n'emploie pas de mots techniques. Hein. Non, je pense qu'on peut pas minimiser son impact sur, en particulier, les penseurs de la démocratie. Et du coup, depuis Weil, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été au-delà de sa pensée à lui sur l'espèce de synthèse qu'il a essayé de faire de la philosophie? Il y a des choses nouvelles qui ont émergé ou pas tant que ça finalement? Moi, ce que je lis, je prétends pas avoir tout lu, hein, ce que je lis en général, c'est que là où il inspire beaucoup de monde, et aussi dans l'univers théologique, c'est, par exemple, aujourd'hui, les gens avec lesquels je suis le plus en dialogue au Centre Sèvres, Étienne Cayeux, Christophe Théobald, tous ces gens-là, ils ont lu Weil, ça c'est sûr. Hein. Joseph moins, c'est-à-dire, en gros, faire reculer la violence. L'ambition modeste qu'on peut avoir, c'est de faire reculer la violence. Et où est-ce qu'on fait reculer la violence? En menant des actions à l'endroit même où s'exerce la violence. C'est-à-dire sans avoir peur, parfois, de se saigner. Y compris de la violence, pas seulement militaire, mais la violence écologique. Mais bien sûr, la violence est sociale déjà, hein, parce que l'homme révolté, c'est déjà la première couche à laquelle Weil pense clairement, c'est le syndicalisme. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire. Il y a des choses qui semblent tout à fait normales pour faire tourner la machine économico-scientifique, mais non, ce n'est pas un progrès au service de l'humain. Donc, ça, c'est un des premiers lieux, mais il y a plein de lieux. Oui, vas-y. Dans tout ce développement, dit Thérèse, j'ai vu une menace considérable sur ce qu'on peut appeler les biens communs, l'eau, l'air qu'on respire, etc. Est-ce que Weil était conscient de ça, de cette menace? Est-ce que Weil est conscient de la menace de mainmise, de privatisation du commun, c'est ça? Oui. Vous vous rappelez, il y avait une citation là-dessus sur la condition, c'est, en tout cas, un des objectifs de la condition, c'est que tout soit chiffrable, attribuable et puisse changer de propriétaire. Donc la condition, en tout cas, elle a en horreur le commun. C'est contre nature, quelque part. Puisque c'est pas efficace. Ça, c'est une particularité quand même de ce philosophe. De ce philosophe? Oui, d'avoir réfléchi sur cette condition en question. Je ne sais pas, encore une fois, Guardini, je pense. Oui, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de personnes qui ont pensé la philosophie à partir de ce moi, en tout cas, c'est sûr que dans tout ce que je lis comme critique de la modernité, j'ai rien trouvé de plus acéré, disputé. Mais après, j'ai pas tout lu. Hein. Pourquoi ce titre? La logique de la philosophie? Eh bien parce que, en fait, l'idée c'est de dire, tous ces gens-là, ils ont fait de la philosophie, chacun il a fait de la philosophie pour faire reculer la violence, chaque fois ça crée des violences supplémentaires, donc il ne faut pas se contenter de faire de la philosophie, il faut essayer de dézoomer pour comprendre pourquoi tout ça. C'est-à-dire qu'il faut, lui, son idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir un coup d'œil qui rende compte de l'ensemble de l'effort philosophique? Et de son paradoxe, qui est que pour faire reculer la violence, on crée de nouvelles violences. Et donc sa réponse, en gros, c'est que tant qu'on n'a pas accepté la modestie de l'action, l'ambition et la modestie à la fois, et tant qu'on n'a pas ouvert sa perspective à l'accueil des perspectives de sens et des recherches de sens des autres, de fait, nos recherches de sens augmentent la violence. La seule manière de faire reculer la violence, c'est d'accepter la part de violence qui est en nous,
dans l'ambition d'une société intégrée, un progrès pour l'homme, pour l'humain, et puis de vivre en citoyen de société où les options de sens sont acceptées et discutées. En fait, c'est une anime à la démocratie. C'est en ce sens que François demande aux chrétiens de s'engager davantage en politique. Ben oui, quand François demande aux chrétiens de s'engager davantage en politique, c'est clair qu'il essaie de les amener là. Politique, dans l'action sociale, pour l'environnement et tout ça. Là, c'est sûr que François, je ne suis pas sûr qu'il ait lu Weil, je pense qu'il a lu Guardini qui est très proche, et que lui, c'est clair que il ne suffit pas de penser et de parler, quoi. Il faut agir, il faut être sage. Déjà Saint Paul. Oui. Il y a quand même peut-être un philosophe qui a été, je ne sais pas si c'est plus loin, mais qui a été peut-être plus concret dans sa manière de penser les choses, c'est Emmanuel Millet. Je ne connais pas du tout Emmanuel Millet, donc je ne peux pas en parler. Personnalisme communal. Oui, en tout cas, personnalité, personnalisme, christianisme. Il était beaucoup dans l'action, il était beaucoup dans l'action politique. Oui, c'est probable, mais je ne sais pas trop. Après, c'était pas un philosophe au sens ouais, c'est pas. En fait, je ne peux pas parler de Millet, désolé. En fait, dans la condition, Dieu n'est plus en relation. Est-ce qu'on peut dire ça? La condition, elle se passe complètement de Dieu. Tu sais, cette phrase quand le grand chimiste Laplace a fait son exposé de son système à Napoléon Ier, pour lui expliquer le monde, les éléments et tout ça. C'est Laplace, je crois. Napoléon lui dit « Et Dieu dans tout ça ?» Napoléon, c'est un Corse quand même, je veux dire. « Et Dieu dans tout ça ?» Et donc Laplace lui répond « Majesté, Dieu est pour moi une hypothèse inutile. » C'est-à-dire, peut-être un Dieu, enfin je veux dire, mais dans mon système, il n'y a absolument aucune place pour Dieu. En tout cas, le Dieu qui viendrait manipuler le réel, ça, c'est ça que la condition a puisqu'il n'y a que des phénomènes, et Weil dit bien, puisque la condition, elle veut juste repérer ce qui est conditionné, c'est-à-dire ce qui est répétable. Donc, l'idée même de miracle est totalement étrangère à la condition. C'est-à-dire que s'il y a un miracle, justement, c'est ce qui advient qui ne peut être ni reproduit ni comptabilisé. Donc, ça n'existe pas. Après, je trouve qu'on arrive des fois, même au sein des mêmes personne a des aspects un peu schizophrènes, dans le sens où on peut avoir une large adhésion de la personne à la condition, mais par exemple, on voit très clairement dans notre société qu'il y a quand même une ouverture à la spiritualité, ou même à des trucs un peu bizarres des fois, et donc d'une certaine manière, ils devraient ils le retrouvent ailleurs, ou alors ils acceptent un peu de Dieu, ou un petit peu de certitude, ou du coup, tous les collages sont toujours disponibles. Tous les collages sont toujours disponibles. Puis de toute façon, la quête de sens a toujours existé. Et la quête de sens a toujours existé, et puis elle fait feu de tout bois. D'autant plus que le sentiment, c'est le sentiment. Donc après, tu as beau jeu, mais ça c'est le jeu des catégories, de dire mais quelle irrationalité, quelle stupidité, quel méli-mélo. Comment peut-on penser des choses pareilles? Mais voilà. Est-ce qu'il est allé un peu plus loin sur la question des sentiments quand même? Parce que ça semble être un peu un angle mort, du coup. Non, c'est-à-dire que, il dit, l'art, par excellence de la condition, c'est le roman. Parce que justement, ça va déborder de sentiments. Les sentiments, ça peut être... Weil, il ne s'intéresse pas aux sentiments au pluriel, mais il s'intéresse aux sentiments au singulier. C'est-à-dire, le sentiment, pour lui, c'est cette chose que tu ne peux pas expliquer jusqu'au bout et qui fait que tu choisis ou tu te laisses choisir par tel ou tel système de rationalité. Une sorte de conviction. C'est la racine ultime non rationnelle de ton univers de sens. Il le dit sur tous les temps. Pourquoi on est bouddhiste? Parce qu'on sent que c'est ça. Pourquoi on croit en Dieu? Parce qu'on sent que Dieu existe. Désolé, mais... Et ça, personne ne l'avait dit avant lui, de cette manière-là.
Une fois, j'ai pas tout lu, hein. Je peux pas tout lire. C'est intéressant, je trouve. Oui. En tout cas, parce qu'en fait, une de ses très grandes forces, c'est ça. Sa conception de la philosophie n'est pas uniquement rationnelle, quoi. C'est ça. Jusqu'avant, c'était quand même assez. C'est-à-dire qu'il prend acte. C'est parce que il décroche de la rationalité, parce qu'il y avait tout à l'heure dans la citation, hein, c'est-à-dire qu'il veut penser la révolte contre la rationalité. Donc il est bien obligé d'admettre qu'il n'y a pas que les concepts qui font du sens. On peut complètement détourner les concepts, même les mieux construits, et construire. Ouais. Une utilisation perverse de Dieu dans la condition. Ça donne des sociétés démocratiques. Oui, donc Thérèse dit, avec Dieu, il n'y a que deux issues. Soit on récupère Dieu au service, alors de la condition ou de la certitude. Ouais, bon, les deux, d'accord. Bon, et donc on bâtit une société théocratique et fermée, Jean Lirand. Ou bien Dieu fait de la personne un individu subversif. Après, moi je suis pas sûr qu'il y ait que Dieu. En tout cas, c'est deux possibilités, mais il y en a sûrement plein d'autres. Par exemple, le judaïsme contemporain, c'est quoi? C'est Dieu, c'est la reprise de la catégorie discussion. Dieu sous la catégorie discussion. L'exégèse infinie, Non, mais la condition aujourd'hui, de toute façon, elle a tout envahi. Ah oui. Elle forme le substrat de toutes les sociétés. Alors, par exemple, la schizophrénie, par exemple, c'est les sociétés islamistes surdéveloppées où, les gens, ils sont un pied dans l'islam pur et dur, donc Dieu, et un pied dans... comme mon copain, un ami qui disait, quand il allait en Inde, son avion atterrissait à je ne sais plus où, dans quelle ville des Émirats, il voyait monter les messieurs en habits traditionnels et les dames en tchador, puis ils s'endormaient jusqu'à... Et quand ils se réveillaient à Bombay, elles étaient les filles et les mecs, il y avait des bouteilles de whisky qui traînaient, puis les filles étaient en pin-up superbe et les gars en costume Armani, et puis ils allaient faire la fête. Genre, c'est une manière de faire du sens.